À plus, à plus, à plus, à plus. Bienvenue à bord, vous est présenté par le garage Eldorauto. Alors là, on va chercher Guy Mardel, le fameux Guy Mardel, qui habite Jérusalem, mais à qui on a donné rendez-vous à Haïfa. Et pas dans une Mustang cette fois-ci. Bah oui, je sais, elle était au garage. Mais par contre, j'ai pris une autre voiture très sympa. Une petite Abarth 500, une Fiat 500 Abarth, on va dire. Et on va chercher Guy Mardel. Guy, c'est moi. Je suis là. Attends, je vais t'expliquer. Il faut que je t'explique. Elle est où, viens, 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 viens. Écoute, on a eu un petit souci là. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu me fais là? On a eu un petit souci avec la Mustang. Elle est au garage. Non. Bah, une petite réparation, tu sais ce que c'est que les vieilles voitures, c'est capricieux. Bah, ouais, t'étais tellement heureux de rentrer de nouveau dans une Mustang. T'en as eu une toi? Bah, j'ai eu la première Mustang qui est arrivée avec celle de Claude Lelouch en 66, ouais. Sur le même bateau? Sur le même bateau. Oh là là. Et c'était un beau souvenir, donc j'ai dit bon, je vais réentendre le bruit de mon horrible, moteur. C'est horrible, mais je sais. Écoute, c'est capricieux quand même les petites voitures. Hein. Ouais. Une voiture quand même. Mais moi, ça a été une raison pour laquelle j'ai vendu ma Mustang, parce que il y avait des odeurs d'essence et le garagiste, comme il n'y avait pas de Mustang à l'époque, puisque c'était les premières. Ouais. Il ne savait pas d'où ça venait et tout ça, et ma femme à l'époque a eu peur qu'on brûle à l'intérieur de la voiture. Alors, j'ai vendu. Je regrette aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. T'étais un fan de vieilles voitures? Non, pas trop, mais j'étais un fan de ma Mustang. J'étais un fan de ma Mustang. Bon. C'est bien une Abarth aussi. Hein. Ah, c'est une Abarth, c'est sympa. Regarde comment c'est nerveux ça. Tu vois, il y a un truc de sport et tout. Ouais, ouais. Alors on a cabriolet, il fait un peu chaud. Mais... Il faut toujours voir le bon côté des choses. Ouais, c'est bien. Le bon côté, c'est d'être avec toi là. À Haïfa. Voilà, on sent la parole. Ah, bah t'as pas mis ta ceinture? Non. Ah, tu vois. On sent la parole de sage. Ah bah il faut voir le bon côté des choses toujours. C'est vrai que c'est comme ça qu'il faut voir la vie quand même. Ah bah oui. Hein? Écoute. Sinon. On n'a pas la Mustang, mais on est ensemble. Voilà. Et on va parler. Il fait beau. On est en Israël. Voilà. Et on va parler en plus de ta promotion. C'est bientôt là. On va faire un peu de promo pour ton spectacle. Ouais, c'est génial de te revoir sur scène après Chorus Café. Tu sais que j'ai assisté. Moi j'étais à des Chorus Café. Bah je sais. J'y étais. Il y a un petit moment maintenant. On y était. On y était. Alors, je suis content de. C'est mythique. C'est comme la Mustang. Le Chorus Café, c'est mythique. C'est mythique, exactement. Donc ça, on va en parler un peu tout à l'heure. Mais sur les voitures, donc toi, tu as une vraie passion des voitures quand même. Non, pas trop, mais j'avais à l'époque, je tournais beaucoup et les routes n'étaient pas trop sûres parce qu'il n'y avait pas autant d'autoroutes qu'aujourd'hui. Et on était obligé d'avoir, tous les gens qui faisaient des tournées, on a été obligé d'avoir des voitures costauds. Alors voilà, c'était... Et c'était des voitures costauds. Ouais, bon, après 50 ans, elle peut avoir quelques petits soucis, d'accord, je comprends, c'est pas grave. Mais enfin, c'est pas mal. Alors, on est à Haïfa. Ouais, bah, tu connais rendez-vous à Haïfa? Je connais pas Haïfa en plus. C'est vrai? Ben non. Bah, regarde, on va faire un petit tour à Haïfa. Parce que je monte jamais aussi haut en Israël. Eh ben écoute, moi non plus, c'est l'occasion de changer de Tel Aviv. Ben voilà, on va voir du paysage. On est souvent à Tel Aviv, mais on a envie, nous, dans Bienvenue à bord, de bouger un peu. C'est très bien. Hein, c'est pas mal, on a choisi cette ville qu'on va visiter ensemble. Il faut que les spectateurs voient aussi la beauté de... C'est une belle ville. Ouais, c'est une très belle ville, je sais. On va parler un petit peu de musique, on va parler... on va chanter un peu. Chante, tout ce que tu veux. Il y a plein de choses quand même dans ta vie, t'es arrivé des trois trucs quand même. C'est Bienvenue à bord, donc c'est toi le maître à bord. Ah écoute, moi je suis ravi de t'accueillir ici, dans ce Bienvenue à bord. Ça fait vraiment longtemps que je voulais t'avoir sur Bienvenue chez vous, on n'a pas eu l'occasion. Maintenant voilà, je t'ai que pour moi ici sur Bienvenue à bord. Je suis ravi. Ouais. Donc en Israël depuis un petit moment quand même maintenant. Ça fait 15 ans. Hein. 15 ans, ouais. Presque comme moi. Je commence la LIA.
C'est vrai qu'après 15 ans, on commence à comprendre un peu ce que c'est qu'Israël. Quand je suis arrivé, les gens me disaient Chazak, je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient Chazak. Puis finalement, les mois passant, les années passant, je me suis vraiment... Tu te dis quelle force. Je me suis dit vraiment, il faut avoir de la force pour vivre dans ce merveilleux pays. Parce que c'est pas, je crois que c'est le pays qui t'appelle. S'il ne t'appelle pas, tu ne peux pas réussir ton avenir. Et voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on est encore la fois qu'on arrive à résister aux problématiques du pays, quand même, de l'intégration, etc. Qu'est-ce qui fait un peu de foi, l'amour d'Eretz Israël et l'amour aussi de pouvoir, d'avoir la chance, comprendre la chance qu'on a de pouvoir étudier la Torah en Eretz Israël. Parce que j'étudie beaucoup et ça a été un peu exponentiel d'année en année. Là, j'étudie beaucoup, vraiment beaucoup. Oui, parce qu'on va le dire, tu as eu un grand virage dans ta vie. Le virage, il s'est opéré au moment du Chorus Café. Parce que avant, moi j'étais vraiment à l'intérieur du showbiz. J'ai fait plein de trucs. Ah ouais. T'étais dans la fameuse photo du siècle. La photo du siècle. Jean-Marie Perrier. Les yéyés, les années yéyés, et il y avait Johnny, il y avait tout le monde. Ouais, et toi avec. C'était une photo. On avait tous dit entre eux qu'il y avait Michel Berger aussi qui était là, alors qu'il a été connu bien plus tard. Il devait avoir 15 ou 16 ans. Et la plupart d'entre nous, on devait avoir 18, 19, 20 ans. Ouais, tu restes parmi les chanteurs mythiques de ces années-là, les années yéyé, les années 60, 70. On a eu la chance de faire ce métier dans des conditions et dans un environnement socio-politique extraordinaire. C'est vrai. C'était une période vraiment de rêve. Pour les jeunes, il y avait tout à faire, tout était à inventer. Et pas simplement sur le plan de la chanson, mais sur le plan des vêtements, 2 ans après ton Avoue Jamais, c'était mai 68. C'était 3 ans après. Ouais, moi j'ai fait. Toi, t'es 65, 1965. 65, c'était N'avoue jamais. Ouais. J'ai commencé en 64. En 65, c'était N'avoue jamais. 3 ans après, c'était la naissance de mon premier fils, le 7 mai. Et moi, j'étais dans un restaurant pour fêter ça. Et puis, je sors du restaurant avec un beau cigare et tout ça, heureux d'avoir mon premier fils. Et je vois que ça pétait de tout. J'étais à Saint-Germain, chez un copain. C'était un restaurant qui s'appelait Le Coupe-Chou, et qui était très connu à l'époque. Et c'est un copain qui le tenait. Et je sors, je vois, je comprenais pas. Et ça tirait de tous les côtés, bombes lacrymogènes, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais passé complètement, j'avais zappé complètement le début des problèmes, de la problématique étudiante. Ouais. Tu étais où? Tu faisais quoi? J'attendais mon bébé, c'était hyper important. Et puis, parce que tu sais, aussi les hommes accouchent, hein, leurs enfants. Il n'y a pas que les femmes. Il n'y a pas que les femmes. Ouais. Et puis finalement, là c'est le 7 mai, c'était vraiment là où ça a commencé, tout a commencé à Saint-Michel. Et les pavés, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc après je me suis renseigné. Et puis j'ai vu que c'était mai 68 qui commençait. Donc il y avait la vie avant, donc la vie showbiz, où tu as connu vraiment toutes les stars, et puis tu as eu ton succès, cette fameuse chanson N'avoue jamais, 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 n'avoue jamais que tu aimes. Oh, j'adore, j'ai chanté toute la semaine, tu sais. J'adore cette chanson. Et il y a eu ça, puis il y en a eu d'autres aussi. Ouais, il y a eu, oui, parce que quand tu fais un gros tube, on a vendu plus de 3 millions de disques. C'est disque d'or, c'est quoi? C'était, ouais, ça a été plusieurs fois disque d'or. Et j'étais numéro 1 dans 18 pays. Donc ça m'a permis de travailler beaucoup à l'étranger. Et comme les gens n'ont pas trop d'imagination, comme j'avais représenté la France à l'Eurovision. Ouais. T'es arrivé 3e, c'est ça? Je suis arrivé 3e parce qu'il y avait une chanteuse qui était beaucoup. Oh, c'est beau ça. T'as vu ça? Attends, je te coupe, désolé, mais c'est pas possible. Regarde cette vue. Oh là là. Regarde comme c'est beau ça. Regarde. Oh là là. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon voilà, on a Jérémy qui nous guide là, juste devant nous. Mais c'est un peu l'image que j'ai dans ma mémoire du front de mer quand j'habitais à Oran. Parce que je suis né à Oran. Et il y avait un front de mer comme ça avec le port qui était en 1944. Ouais, je suis né en 44. Juin 44. 30 juin 44. Et ben, comme mon père. Il est le 23 juin 44. C'est pour ça que je me souviens de cette date.
Lui, c'était à Tunis. Lui, c'était à Tunis. Et alors, tu disais, pardon, je t'ai interrompu sur ces années-là. Là, tu disais, voilà, la réussite. Ouais, non, le problème, c'est que celle qui a gagné, elle était beaucoup plus jolie que moi, parce que c'était France Gall. Ah. Elle représentait le Luxembourg avec poupée de son. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Nananani, nanananan. Elle était très belle, donc elle a gagné. Et c'était une chanson de Gainsbourg en plus, donc c'était tout à fait mérité. Et puis normalement j'aurais dû être deuxième, mais avec les votes diplomatiques, tu sais, la Hongrie qui vote pour la Roumanie qui vote pour la Tchécoslovaquie, etc. Je me suis retrouvé avec une chanson qui est complètement passée mais qui est arrivée deuxième, qui s'est faufilée. Je sais pas, une Roumaine ou une Hongroise. Mais alors dis-moi, mais est-ce que ça aurait changé ta vie si tu avais gagné l'Eurovision à ce moment-là? Non, ça aurait changé ta carrière? Non, je pense pas, parce que c'est comme si j'avais gagné l'Eurovision, parce que c'est moi qui ai fait le tube vraiment de l'Eurovision. Ah oui, bien sûr. Et le lendemain, quand je suis rentré de Naples, parce que ça se passait à Naples, et j'étais complètement, la veille, j'étais un inconnu. Et je reviens à Paris et tout était changé, quoi. Je veux dire, les flics me reconnaissaient dans la rue, je pouvais me garer n'importe où. À la boulangerie, c'était l'émeute. Je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Mais bon, il faut se rappeler, dans le contexte, c'était qu'il y avait une seule chaîne de télévision en noir et blanc, et que la télévision était naissante, et tout le monde regardait l'Eurovision. Donc on ne pouvait pas passer à travers, c'était vraiment l'événement. C'était l'événement, ouais, c'était l'événement. Ouais, il n'y avait qu'une télévision à l'époque. Il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision. Tout le monde regardait ça. Ouais. Bah, après, il faut gérer. Ouais. Et moi, mon but, c'était j'avais dit d'ailleurs une interview à un journaliste qui me demandait quel était mes projets. Moi, j'ai dit, mon but, c'est d'être là dans 40 ans. Voilà. Donc, dès cette période, j'avais vraiment la vision de la longévité d'une carrière. Mais, et c'est pour ça que j'ai fait une carrière un petit peu solo, en dehors des règles du showbiz, tu vois. Ouais. Je voulais pas être un artiste Kleenex. Ouais. Je voulais vraiment faire ma carrière comme je l'entendais. Donc j'ai profité du fait que j'avais représenté la France à l'Eurovision. On m'a demandé de représenter la France dans d'autres concours de chansons. J'ai représenté la France à Rio de Janeiro et j'ai gagné le festival de Rio. J'ai fait le festival de Barcelone, j'ai gagné le festival de Barcelone. J'ai fait le festival de Tokyo, j'ai gagné le prix des journalistes à Tokyo, donc ça me donnait beaucoup d'ouverture au niveau des galas. Alors j'ai fait 3-4 ans pratiquement, je faisais 250 galas par an. Et lorsque je suis revenu en France, c'était vraiment la génération Kleenex. On prenait les chanteurs, on en prenait d'autres, on les jetait. Et quand je suis revenu, bien sûr, il y avait quand même des chansons qui ont continué à marcher. Parce que sur une lancée de 3 millions de disques, tu es obligé de vendre aussi quand tu continues à faire 3, 4, 5 disques. Ça continue, tu vois. Donc c'était des disques qui ont bien marché, comme Charlie Brown, etc. Ah oui, Charlie Brown, bien sûr. Et c'est comment déjà Charlie Brown? Tu devrais venir, petit Charlie, tu verrais qu'ici on s'amuse aussi. On a construit de grands châteaux de verre au cœur de Paris. Charlie. J'avais fait une chanson qui s'appelait Un arc et des flèches, qui a été reprise aussi par les Surfs, qui faisaient nanana nanana nanana. Tu te rappelles cette chanson? Ah oui, oui, c'est ça. Écoute, je pense que là, ça me fait venir tout de suite. On fait un petit jump en 2019, mais il faut aller au chorus. Donc, tu appelles ça, tu crées un événement, une tournée, une mini-tournée, où on va rechanter ces chansons-là, et ceux des années 60, 70, 80. Voilà. Donc, en fait, je reprends le concept que j'ai fait au Chorus Café. Ouais. Qui était un bar, restaurant. Qui était un restaurant où les gens mangeaient très bien, parce que c'était un restaurant gastronomique. Et puis vers 10h, au moment du dessert, je chantais. Puis je chantais 1h15. J'étais le chanteur à cette époque-là qui chantait le plus en France. J'ai dû chanter, à part les Shabbats, je chantais tous les soirs 1h15 dans mon restaurant. Et c'était vraiment la folie. Et j'ai commencé le Chorus Café à une époque où les années 60 étaient considérées comme ringardes. Ah ouais. Donc t'es un peu relancé, Personne ne mettait un sou sur les chansons des années 60. Ouais.
parce qu'on était dans les années 80, donc c'était le disco. C'était trop tôt pour un revival, quoi. Ouais, trop tôt, beaucoup trop tôt. Et puis on n'en parlait pas. Et lorsque j'ai ouvert le Chorus Café, où j'ai commencé à faire les années 60, tout le monde me disait, mais t'es fou, tu vas pas tenir 3 mois. Et j'ai tenu 20 ans. Et quelques mois après, il y a eu Radio Nostalgie et Radio Chérie FM qui ont lancé à l'échelle française les années 60. Et alors après, ça a été de plus en plus fort, quoi. C'est monté en puissance jusqu'en Ah oui, Chorus Café, c'était une institution. Jusqu'en 2006. C'était une institution. Ouais, c'était vraiment une institution. D'ailleurs, on est ravis que tu rappelais ce spectacle, cet événement en Chorus Café. Là, depuis 15 ans, quand je prends l'avion pour partir, il n'y a pas une semaine où j'ai pas 3-4 personnes qui me disent, mais on est au Chorus, mais pourquoi vous ne faites pas un Chorus en Israël? Ouais. Donc là, t'en fais un éphémère, c'est ça? Pour moi, ce qui est fait n'est plus à faire, donc j'avais pas envie de recommencer un restaurant. Mais par contre, quand Béatrice Nakache m'a demandé de refaire le concept dans des salles, j'ai dit pourquoi pas. En plus j'ai mes musiciens, mon guitariste et mon pianiste de l'époque qui ont fait la LIA, Marco Benetas et Franck Benguigui. Ah oui. Donc j'ai dit allez, on y va et puis on va faire, ça va être que du bonheur. Alors qu'est-ce qu'on va, alors tu fais plusieurs dates, il y a l'affiche qui s'affiche là. Oui, justement. Et alors on a Jérusalem, il y a Netanya. Ouais, 18 novembre c'est Netanya, 24 c'est Jérusalem et 26 c'est Tel Aviv. Et donc tu vas chanter, t'as des invités, t'as des guests ou pas? Non, pas pour l'instant. C'est toi qui chantes. Et tu penses avoir une génération, quelle génération? Toute génération confondue, tu penses? Je sais pas, c'est la surprise. C'est la surprise, hein. Mais les jeunes aussi aiment bien ces chansons, parce que c'est rentré dans les jeunes, les chansons des années 60. Quand tu dis Aline, quand tu dis Capri, quand tu dis Kilimanjaro, quand tu parles de Pour un flirt, tu vois, c'est des chansons que tout le monde a dans l'oreille. Tous. Donc c'est que du bonheur pour moi. Je vais avoir 30 ou 35 chansons, je ne sais pas, ça dépendra du public. Je vais chanter que des tubes. Que des tubes. Ouais. Et les gens chanteront avec toi? Bah, j'espère, sinon je me plante. C'était qui tes copains dans le showbiz, tes grands copains? Michel Delpech, tu as connu qui? Michel, on a fait une tournée ensemble au moment de Pour un flirt. Mais en plus, c'était tous mes copains parce que pour justement continuer à durer, j'ai eu la chance de produire des émissions de télé. J'étais le premier producteur de télé. Oui, comment ça s'appelait? Il y avait plein d'émissions, il y avait des samedis après-midi, puis il y avait la deuxième chaîne qui commençait à l'époque. Et donc j'ai fait des prime time, des émissions, les premières émissions en couleur de la télé, c'était des musicolores, je ne sais pas si tu as connu ça. Non, peut-être un peu jeune. C'était des musicolores et j'écrivais toutes les musiques. C'était comme des petites comédies musicales sur des thèmes. Et avec... et puis il y a plein de chanteurs dont j'ai fait le premier disque. Sardou, c'était sa première chanson, il l'a fait dans mon émission. Pour un flirt, c'est devenu un tube dans mon émission. J'avais un chorégraphe qui s'appelait Lester Wilson, qui a fait après le Saturday Night Fever, qui est parti aux États-Unis. Et puis j'ai essayé toujours dans ma carrière de trouver des gens de talent, tu vois. Yves Duteil. T'as trouvé des pépites un peu. Yves Duteil a commencé, personne ne connaissait Duteil parce que j'étais un chanteur qui produisait des émissions de télé, donc c'était quand même différent, tu vois. J'avais pas l'approche d'un producteur lambda qui produisait des émissions de télé, j'étais un chanteur qui produisait des émissions de télé. Donc pour moi c'était plus important d'avoir un jeune qui avait une super chanson plutôt qu'Aznavour qui avait une chanson moyenne, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Parce que c'est le son qui est important, et quand tu fais une émission avec des chansons qui accrochent les gens, tu fais de l'audience. Et toutes les émissions que j'ai faites ont vraiment très très bien marché. La dernière c'était le sport en fête, le dimanche après-midi, et les Drucker a continué l'émission après parce que c'était mon présentateur à l'époque. Et puis il a gardé l'émission et il continue le dimanche après-midi jusqu'à présent. T'as lancé ce petit jeune de Drucker? Ouais, un petit peu. Je faisais ça comme ça. Bon, t'as une vie bien remplie, en tout cas en termes artistique, et en fait, t'as fait ce que tu voulais, quoi. T'as été au bout de ce que tu voulais. Ouais, j'ai toujours le tube, les émissions. Et j'ai toujours été là où les gens ne m'attendaient pas. Ouais. J'ai monté même un studio de gravure. Et je me suis retrouvé avec un studio qui était le premier studio à Paris, où je gravais pratiquement 85% de la production
de disques français, anglais, américains, etc. en France. C'était le meilleur studio de gravure. Tu sais, la gravure, c'est le studio qui te fait les masters pour que après tu presses, les 33. Ouais, les 33, les 45 tours. C'est marrant, c'est devenu à la mode maintenant, tu sais ça? Il y en a qui rachètent des vinyles. Ouais. Tu y vas toi là-dessus? Non, mais j'en ai. C'est bien parce que je dois en avoir 5 ou 6 000. Et donc voilà, j'étais toujours dans mon métier là où on m'attendait pas. Et quand j'ai monté mon ben là voilà, non, ah non, c'est pas la Non, ça c'est une Mustang, ouais. C'est une Mustang, mais c'est une d'aujourd'hui, c'est une Mustang d'aujourd'hui, ça. Ouais. Ah moi quand je la vois, j'ai toujours le cœur qui bat. Ah là 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 là. Voilà, on se promène dans Haïfa, hein. Alors on va peut-être... C'est une grande ville. Ah, c'est une grande ville, c'est embouteillé comme toutes les grandes villes. Bah oui. Hein? Et alors donc il y a cette... donc je me suis retrouvé à cette époque où je pouvais pas, où je faisais pas trop. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les années 80, surtout dans le disco. Ouais. Et j'ai produit aussi d'autres chanteurs. J'ai produit Tony Pacino, j'ai produit Noël Cordier. J'ai fait le premier disque disco français avec une chanson qui est une reprise de Tony Pacino qui s'appelait Come Prima. Come Prima. En disco. En disco? Ouais. Et on a cartonné aussi. Donc j'ai aussi produit d'autres chanteurs, tu vois. Mais moi j'avais envie surtout d'être sur scène. Et pour être sur scène, il fallait passer en radio. Je passais pas en radio. Et pour passer en radio, il fallait faire des télés. Je faisais plus beaucoup de télé. Donc j'ai dit le meilleur moyen, c'est de faire mon endroit à moi. Et voilà, si je suis bon, les gens viendront. Et si je suis pas bon, je ferai faillite. Et puis je déposerai le bilan. Et c'est comme ça que le Chorus est né. Et on a fait 20 ans d'une épopée formidable. Parce que et puis bon, tous les copains sont venus chanter, ouais. Ils venaient dîner, mais ils étaient pris par l'ambiance parce que c'était vraiment une magie. Et ils sont tous montés sur scène, que ce soit Johnny, que ce soit... Johnny est venu au Chorus. Johnny est venu au Chorus et il dînait, et puis à un certain moment il s'est levé, il a chanté. Les gens étaient époustouflés parce que Johnny qui chante au Chorus Café, Montagnier a chanté, en fait tout le monde, de Distel, tout le monde a chanté au Chorus, y compris George Benson. George Benson? Ouais, Give Me the Night? Un jour, George Benson est venu, il faisait le Rex, et après le Rex, il est venu avec ses musiciens. Je les ai mis dans un petit coin, parce que c'était mon idole. Et à un certain moment, il se lève, il va vers mon guitariste, il lui demande la guitare, il prend la guitare, il se met à jouer, et il a joué 20 minutes, 25 minutes. Il suait, devant un public ébahi. Mais j'avais honte parce qu'il suait comme si c'était comme s'il était payé 3 millions de dollars, quoi. Je veux dire, il n'a pas transpiré moins qu'au Rex. Et pour nous, quoi. Je veux dire, c'était énorme. Ouais. Puis bon, il y avait Mitterrand qui est venu, il y a Chirac qui est venu. Et qui est reparti. Tout le monde est venu au Chorus Café. C'était vraiment un... Et donc après, il y a cette grande période, on a passé voilà, à travers les années, là, on a traversé quand même pas mal d'années. Hein. On a traversé 40 ans. Et il y a une alia, en parallèle, un approfondissement de l'étude de la Torah. Tu es rentré rapidement dans l'étude de la Torah avec l'alia? Non, j'ai commencé vraiment au moment de l'ouverture du Chorus. Je voulais changer un peu avant. Pratiquement en même temps, parce que je voulais vraiment changer, prendre un autre tournant avec ma vie. Et j'ai vu que dans les 25 ans qui venaient de passer, j'ai rencontré beaucoup de gens qui normalement auraient dû tout avoir pour être heureux, parce qu'ils avaient la célébrité, l'argent, etc. Ouais. Et je me suis aperçu que dans 80% des cas, ces gens n'étaient pas heureux. Je dis donc c'est pas la recherche de la réussite sociale qui donne le bonheur. Donc j'ai commencé à étudier, etc. Et quand j'ai ouvert le Chorus, j'ai dit voilà, je vais prendre comme associé Akadosh Baruch Hu. Et j'ai commencé tout de suite. Mais c'était quoi le déclic? Comment t'es rentré? T'as des copains, une sina? Comment t'as fait? Tu sais, quand tu as envie vraiment, Hachem t'ouvre les portes. Et j'ai étudié avec un Rav formidable qui s'appelle le Rav Eman, moi j'étais très rationnel, j'avais fait des études de droit, donc j'étais très cartésien. Et il
il m'a vraiment ouvert le cœur à la Torah. J'ai dit mais c'est ça la vérité. Après il y a eu David Pinto, puis il y a eu Rav Citruk, j'allais au cours, puis après je rentrais au restaurant, juste avant de chanter, je rentrais dans mon bureau, je prenais mon fils et Marco Cobeletas, je leur faisais un résumé des cours de Torah, et puis après on montait sur scène. Donc à partir de ce moment-là, il y a toujours eu Hachem dans ma vie. Et là, tu as fait une plongée dans une yeshiva. Là, là tu es en yeshiva. Ouais, quasi ouais, quotidiennement. On peut dire comme ça, je fais pratiquement 7-8 heures de Torah par jour. Waouh. Ouais. Et ça me permet d'être d'une efficacité totale quand je me mets à écrire, parce que je vais à l'essentiel. À écrire de la musique. À écrire la musique, ouais. Parce que tu continues en parallèle d'écrire de la musique. Oui, parce que tu sais, quand... C'est totalement compatible. Ben oui, parce que de toute façon, la musique, c'est un don d'Hachem. Ouais. Avec 7 notes, tu peux faire autant des milliards de mélodies avec seulement 7 notes, tu vois. C'est fou. Et là, je viens de finir, ça fait quelques mois déjà, on a fini une comédie musicale avec Sylvia Haddad, qui est sur les débuts de la création de l'État d'Israël. Et c'est un super truc, j'écris des chansons formidables. Bah, maintenant, on cherche le financement. Elle cherche le financement parce que je ne veux pas m'en occuper. Mais c'est en bonne voie, donc ça va se monter très, très bientôt, quoi. C'est magnifique. Il y a des chansons sur Dreyfus, sur Herzl, enfin il y a des trucs magnifiques. Et puis parallèlement je suis en train de préparer un album. Et puis voilà, c'est complètement compatible parce que la chanson finalement c'est quoi? C'est un échange avec le public et c'est ne pas être complètement centré sur soi-même dans sa yeshiva et essayer de partager avec les autres, que ce soit des paroles de Torah, que ce soit de l'amour. Et un chanteur sur scène, ça donne de l'amour, c'est un partage avec. Donc je n'ai pas l'impression de faire quelque chose qui est complètement... Alors si tu avais une bracha à donner à nos téléspectateurs, ou un message important pour cette année, cette nouvelle année, 5780. Moi je pense que la chose importante qui manque peut-être en Israël, c'est la hardout, c'est la fraternité. Ouais, je crois qu'il faut qu'il y ait plus de fraternité, plus d'union, plus de shalom entre les gens, parce que finalement on est tous des enfants de Dieu, que ce soit un laïc, que ce soit un religieux ou un super religieux. Moi j'aime pas trop le mot ultra-orthodoxe, mais ça veut rien dire, parce que ou bien on fait de la Torah ou on ne fait pas de la Torah, tu vois. Je veux dire, bon, après il y a des degrés dans ton étude de Torah, mais la Torah elle est une, je veux dire, il n'y a pas des ultra-orthodoxes et des orthodoxes, il y a des religieux qui font plus ou moins de la Torah. Donc je crois que tous ces clichés, toutes ces étiquettes, il faudrait que ça saute. Les religieux ont un boulot à faire de montrer la beauté de la Torah. Les non-religieux, il faut ouvrir, parce qu'il y a toujours une étincelle. Un juif reste toujours un juif même quand il n'est pas dans la Torah. On le voit à Kippour notamment, quand on voit tout le monde arriver, ne serait-ce qu'à 19h. Mais simplement il faut accepter l'autre avec ses différences. Ouais. Il faut accepter que l'autre ne soit pas comme toi. Et les religions ont beaucoup de travail à ce niveau-là. Et il faut qu'on s'entende parce qu'on est sur notre terre, on est des juifs, chacun à son niveau. Et voilà, ça c'est le message. Razak. Dis-moi, on n'a pas chanté. Qu'est-ce que c'est? Tu veux pas me tester? Regarde si moi je chante juste ou pas. Vas-y. Non, il faut que tu me dises. Dis-moi, chante. Pour un flirt. Alors. On va voir si tu connais les chansons que je vais chanter. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, bon, la javanaise. J'avoue, j'en ai pas vu. Vous déplaise en chantant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Nanana, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme des bateaux. Et soudain, ça vient comme un. Je connais plus les paroles de celle-là. Ah bon, ben, non, moi j'ai des penses bêtes sur ça. Ah, on va prendre du plaisir alors. Ça va être très sympa. On va chanter avec toi. Donc on va venir tous te voir.
Écoute, même si c'était pas dans une Mustang, je suis ravi de t'avoir eu ici. Ben moi je suis aussi, désolé content, pour ça. Même si c'est pas dans une Mustang. On est quand même, voilà, le principal c'est qu'on soit rencontrés ici à Haïfa. On a fait. Je suis très content d'être. Je te souhaite un Shana Tova parce que c'est encore. Une bonne année. Moedim et Simcha. Moedim et Simcha. Pour toi, pour Anatel, pour tous nos téléspectateurs. Oui, que cette chaîne continue longtemps, à plus. Amen. Et toi, encore beaucoup de projets. On sera là pour tes projets. Quand tu veux, tu viendras sur Bienvenue chez vous. Ouais, ça permet de rester jeune. Ah, il faut. C'est beau les projets. Ouais. Si tu n'as pas des projets, tu es mort. Il faut avoir envie de faire. Il faut avoir envie d'avoir envie, comme disait quelqu'un. Ouais. Ça, tu vas chanter de Johnny. Je vais chanter de Johnny, mais pas celle-là, les premières Johnny. Ah bon? Ouais. Attends, laquelle? Attends, je vais deviner laquelle que j'aime. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il y en a même qui m'envient. Ils ne savent que par la vie. Parfois, je m'ennuie. Je me suis. Bon. C'est bien de se rappeler des paroles, hein. Ouais, non, bah surtout dans une voiture. Même de ses propres chansons, des fois, on peut oublier. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais moi j'ai toujours des dépenses bêtes. Ah bon et que je regarde jamais d'ailleurs, mais il suffit que je les ai pas pour oublier complètement les paroles de chansons que j'ai chantées des milliers de fois. Mais voilà, c'est mon petit truc. N'avoue jamais quand même reste une. Ah, je sais pas si je vais chanter ça. Non, tu la chanteras pas, c'est vrai. Bien sûr que si. Ah, à la fin. Comment ça? À la fin, tu sais. Non, pas forcément. Comme ils le font. Pas forcément. Puis je vais chanter 2 ou 3 chansons qui sont pas connues mais qui sont très très belles que j'ai faites. Parce que des fois il y a des phases B qui ne passent pas à l'antenne et qui sont des merveilleuses chansons. Je vais en chanter 2 ou 3. Ah, génial. Ça sera des petites pépites. T'as vu ça? T'as vu ce truc là? On a vu un quart de japonais là. C'est magnifique. Un quart de japonais, regarde. Et un quart de femmes musulmanes voilées. De nos cousins. Qui sont là. C'est un grand mélange ici. Israël, Haïfa notamment. Bah c'est le pays d'Hachem. Hein, et Hachem, voilà, il réside là, dans le cœur de tout le monde, y compris aussi dans les nations. Il faut que les nations comprennent que le peuple juif est le phare de l'humanité. Il faut que nous on soit à la hauteur de cette responsabilité-là, de montrer l'exemple aux gens, aux nations. C'est un bon mot de la fin, je trouve. C'est très très bien. Merci Guy. Merci je beaucoup. t'embrasse. À bientôt. À bientôt. À très très vite. J'étais content de te voir. Merci encore. Tu viens me voir, hein? Bien sûr, je serai là. Garde-moi une place, hein. Deux, on sera 2. Ou plus. À bientôt. Ciao. À mon bord. À ton bord. Salut Guy, à bientôt. Merci. Merci Stéphane, à bientôt. Allez, on prend la route. Ciao. Que tu aimes, n'avoue jamais, 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 oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu veux qu'on te donne. Bienvenue à bord vous a été présenté par le garage Eldoroto.